n'avons pas demandé à Romain Gary de revenir devant nos caméras pour présenter une fois de plus même son livre, mais simplement pour lui permettre de répondre à certaines critiques, car il est de bon ton de dire que ce Goncourt-ci vraiment est très mal écrit. Hein, c'est de bon ton de dire ça. C'est très exact, oui, c'est exact. Il est de bon ton de dire ça, et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie, parce que un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh bien, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Et puis, je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10 000 kilomètres de la France, c'est une telle joie de voir que pendant qu'en période historique que nous traversons, les temps difficiles que nous vivons, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux. Je crois que c'est le seul pays au monde, et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précisément. Vous embrassez Kléber et Dens. Écoutez, j'étais à La Paz à 5000 mètres d'altitude lorsque j'ai reçu quelques jours avant le Goncourt 2 critiques de Kléber et Dens, une dans France Dimanche, très favorable, et une autre dans Paris Presse, un éreintement. Alors évidemment, je n'ai noté que l'éreintement, vous savez ce que c'est. Alors 5000 mètres d'altitude, très isolé quand même, j'ai perdu le sommeil, il me disait, Romain Gary ne sait pas écrire. J'étais couché là, les nuits d'insomnie, et je dois vous dire que franchement, je finissais par être là dans l'obscurité et par compter les Kléber et Dens qui sautaient les barrières que j'avais dressées entre eux et la langue française. C'était vraiment terrible. Et puis je suis arrivé ici, ça m'est passé complètement. Je suis très reconnaissant à Kléber et Dens de m'avoir attaqué. Je suis reconnaissant à tout le monde. Au fond, je me sens comme un enfant joyeux qui vient de naître et qui vient de sortir de l'obscurité. Entrons dans le détail quand même. Voyons quelques-uns des reproches qu'on vous a fait. Qu'est-ce qu'on peut citer? Vous les avez en tête, je pense. Oui, naturellement, je n'ai que ça en tête. Mais enfin, écoutez, il y a tout de même... On peut pas... C'est un sujet très sérieux. Par exemple, on m'a toujours reproché des choses à cet égard, dont je vous donnerai un exemple précis à l'instant. Par exemple, dans un livre, j'ai écrit en parlant d'un garçon, d'un gamin de 14 ans, qui fait une espèce de monologue intérieur, qui veut s'attendrir lui-même sur une situation qu'il crée de toutes pièces, qui n'existe pas. Il dit, en parlant de sa petite amie, elle gisait à mes pieds mortellement. Alors là, il veut vraiment exagérer encore dans l'émotion, et il dit, elle gisait à mes pieds mortellement tuée. C'est un gamin de 13 ans qui ne sait pas très bien, qui veut s'émouvoir. Alors on a dit, Romain Gary ne sait pas qu'on ne peut pas dire mortellement tué. Dans la même situation, le même personnage, un peu plus bas, dit, la petite était devenue aveugle, et je lui lisais à haute voix le livre pour aveugles en écriture de braille. Alors, des critiques me disent, mais monsieur Romain Gary, mais voyons, mais on ne peut pas lire, on ne lit pas à haute voix un livre pour aveugles en écriture de braille, les aveugles le lisent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est important, parce que ce que le langage du personnage est attribué à l'auteur. Le langage est projeté par l'auteur sur le personnage pour le décrire, pour le situer, pour le préciser. Alors on attribue à l'auteur, on oublie le personnage. C'est un transfert. De l'auteur un personnage qui doit parfaitement écrire. Exactement. Alors d'autre part, je prétends, on ne m'a fait aucun reproche pour l'éducation européenne. On a dit que le livre était très bien écrit, même. Quoiqu'un des critiques a dit qu'il doit maintenant relire l'éducation européenne parce qu'il prétend qu'il s'était trompé alors à l'époque. Et je considère qu'à tout ouvrage correspond un style. Et lorsque vous lâchez un troupeau d'éléphants comme moi à travers l'Afrique, que vous évoquez la sueur, la brousse, la forêt vierge, les aventuriers, des événements incessants, des avatars, des aventures à répercussions constantes, vous ne pouvez pas le faire dans le langage de la princesse de Clèves et de la duchesse de Guermantes. Il faut essayer d'inventer un langage à vous. Alors par exemple, j'emploie le mot desperado. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on m'a fait pour ce mot desperado? Il paraît même que ce n'est pas un mot espagnol, je ne sais pas d'où il vient. Je sais que je l'ai employé, et je continuerai à l'employer parce qu'il décrit le genre de personnage que j'ai créé dans le livre. D'autre part, je suis allé même plus loin, j'ai créé un mot de toute pièce, j'ai inventé par symétrie au mot desperado, un mot esperado. Je voulus signifier une qualité d'espoir dans un personnage irréductible et que l'on ne peut vaincre ni oppresser. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je suis obligé de renoncer à certaines gracieusetés, certaines élégances du style. Je ne fais pas du Giraudoux. Dieu sait que j'admire Giraudoux. Il est incompréhensible que Giraudoux, lorsqu'il faisait descendre ses dieux de l'Olympe et qu'il les promenait dans les antichambres des ministères, il les habillait chez Dior. Mais moi, mon Morel, je ne pouvais pas l'habiller chez Dior. C'est impossible.
pas possible. Voilà qui est répondu par conséquent. Ah, je l'espère tout au moins. Avant de vous laisser partir, je voudrais Oui. que vous me disiez quel est l'hommage que vous avez reçu depuis que vous avez le prix Goncourt qui vous a le plus touché directement. Deux choses. D'abord, le bruit. Je vous ai dit au début. Le bruit et la fureur, vraiment, d'ailleurs. La fureur. c'est le mot. Le bruit et la fureur, parce que c'est merveilleux de sentir qu'un livre à notre époque peut provoquer encore cette réponse, cette acclamation ou ces querelles. D'autre part, je crois que les livres, l'hommage le plus touchant, c'est les amis d'enfance que l'on a oubliés, que l'on a pour une raison ou une autre perdu de vue, et qui voient votre nom partout à la devanture des libraires, votre livre, et qui vous écrivent en disant « Te souviens-tu, nous étions en 1922 là et là, et moi je faisais ça, et toi tu faisais ça, est-ce que tu te souviens de ça ?» Et tu ne te souviens pas de ça, naturellement. Alors on leur écrit « Oui, je me souviens de ça ». Et c'est très touchant et émouvant. Mais il y a eu d'autres hommages, peut-être un peu ironiques et sardoniques. Ainsi que vous savez, Les Racines du ciel expose la défense que mène pour la protection de la nature Morel, mon personnage central, et il lutte notamment contre la chasse à l'ivoire. On abat les éléphants pour se procurer l'ivoire, il défend les éléphants contre les chasseurs d'ivoire. Et une amie d'enfance que j'aime beaucoup, et une amie très chère à moi, m'a fait un merveilleux cadeau, elle a été touchée par le livre, et je vais vous dire la réponse que j'espère aux Racines du ciel. Elle m'a fait un merveilleux cadeau parce qu'elle avait aimé le livre, et que m'a-t-elle fait comme cadeau? Elle m'a envoyé un éléphant en ivoire. Merci. J'ai écrit le livre nullement pour le publier à l'origine. Je voulais me débarrasser de mon passé et de certaines obsessions qui continuaient à jouer un rôle dans ma vie au point de vue psychologique. Et je pensais que c'était une sorte de psychanalyse qui me permettrait de rompre avec mon passé et avec, au fond, avec ma mère. Je ne suis pas du tout arrivé, et pour une raison très simple, l'idée était bonne. J'y serais arrivé si les livres n'avaient pas eu ce succès continu, constant, depuis 10 ans. Si les gens essayent de faire revivre leur enfance, c'est lié au fait qu'il y a une recherche. Ils cherchent à se situer eux-mêmes par rapport à leur enfance, par rapport aux expériences qu'ils ont vécues. Et en définitive, quand un homme écrit sur son enfance, sa mère et son passé, il cherche à se situer lui-même et par là même, il situe sa mère. Dans quelles circonstances avez-vous appris la nouvelle de sa mort? J'ai appris la nouvelle de sa mort par un télégramme très brutal que m'ont envoyé des amis de Nice. Vous savez, la première réaction quand on reçoit une nouvelle du genre tremblement de terre et fin du monde, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Il y a une sorte de résistance, d'instinct de conservation qui joue. Il faut pratiquement des années, je crois, pour être vraiment touché en profondeur. Pour se rendre compte de la séparation. Pour que votre personnalité entière s'adapte à un monde complètement nouveau, celui où la personne qui était votre tout, en quelque sorte, comme enfant, de se rendre compte que cette personne n'existe plus. Le monde entier n'est plus le même, c'est un changement de planète. Romain Gary, quels étaient les principaux traits de caractère de votre mère? D'abord, il avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, il m'a eu assez tard dans la vie, il devait avoir dans les 35 ans, toute sa personnalité s'était cristallisée sur moi. Elle avait eu une vie d'échec, et pour elle, j'apportais une promesse de triomphe, comme elle le disait. Et elle s'est donc attachée à m'élever dans des conditions très difficiles, pendant la Révolution en Russie d'abord, l'émigration en Pologne ensuite, et en France. En gagnant, c'était une femme seule, sans mari, je n'avais pas de père, et elle gagnait sa vie de 1000 façons. Elle vendait des chapeaux avec des fausses étiquettes parisiennes du fameux couturier de l'époque, Paul Poiret, qu'elle fabriquait elle-même à Villeneuve dans l'Europe orientale où on était. Elle vendait, alors ensuite elle rachetait et vendait des couronnes en or et des plombages en or, en platine. Elle faisait comment ça s'appelle,
l'immobilier, c'est-à-dire il courait à travers les villes à la recherche des affaires. Elle avait ouvert une pension, elle faisait de la restauration, elle était devenue hôtelière, elle avait des vitrines de bijoux dans les grands hôtels qu'elle essayait de vendre, tout ça se débattant entre des dettes, l'usure, les prêts à gages, et avec une détermination absolue de gagner, en ce sens qu'elle voulait par-dessus tout assurer mon éducation, et comme elle disait à l'époque, que tu deviennes un homme et que tu deviennes quelqu'un. Et c'était la force dominante de sa vie, et aussi sa force et sa source de force tout court, puisque vraiment c'est une femme qui ne connaissait pas d'obstacles et qui ne connaissait pas de résignation. Sa dernière lettre, que j'ai publiée dans l'édition américaine en fin de livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon, et qui me disait « Sois dur, sois fort, et continue », c'était souligné. On met aussi vous faire beaucoup de métiers. Oui, mais ça, ce n'était pas des métiers, c'était des rêves. Dans ces périodes de prospérité, au moment de la maison de couture, elle voulait que je sois un violoniste. Je n'avais absolument aucun don pour la musique. Mon professeur m'a fichu à la porte en grinçant des dents. Je n'avais pas d'oreille et je n'en ai pas à ce jour. Ensuite, elle a voulu que je devienne danseur de ballet, je ne sais pour quelle raison. Mais malheureusement, l'instructeur s'est révélé un attoucheur, pour dire le moins. Elle l'a assommé, elle l'a battu avec sa canne, c'était fini. Elle m'a fait faire de l'escrime, du cheval. Et quand elle avait de l'argent, j'avais des instructeurs pour tout. Et plus tard, elle s'était en quelque sorte braquée, quand j'ai commencé à écrire, sur la littérature. La seule chose dont elle ne voulait pas attendre parler, c'était de la peinture. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à faire un peu de peinture. Elle m'a enlevé la peinture et les pinceaux en disant que tout le peintre mourait fou et syphilitique. Voilà, c'était son opinion. Romain Gary, vous avez 56 ans, vous êtes écrivain, vous avez été aviateur, vous avez été diplomate. Tout à fait exact. Oui. Gallimard vient de faire paraître votre dernier récit qui s'appelle Chien blanc. C'est l'histoire d'un chien, mais un chien particulier. Oui, ce chien que vous voyez ici, Sandy, à qui d'ailleurs le livre a été dédié, m'a ramené un jour à Hollywood, après une promenade nocturne en ville, un chien loup, un berger allemand, qui était très gentil, doux avec tout le monde, avec tous nos amis, sauf 2 ou 3 jours après son entrée dans ma maison, qu'il se jetait à la gorge de tous les Noirs qui venaient chez nous, amis, employés, ouvriers, etc. Et systématiquement, il se transformait en furie dès qu'il voyait un Noir. Je l'ai amené chez un ami qui a un zoo où on dresse les bêtes pour le cinéma et la télé, et l'adjoint de ce garçon, qui était un Noir, un musulman noir, c'est-à-dire, si vous voulez, un raciste à l'envers, anti-blanc, m'a dit ça, c'est chien blanc, un chien blanc. Et les chiens blancs, ils appelaient les Noirs du Sud, appelaient chiens blancs, les chiens qui ont été dressés exprès pour attaquer les Noirs. Attack dogs, comme on les appelle là-bas, contre les manifestants noirs et contre les Noirs en général. Et nous avons essayé de le guérir, c'est-à-dire de le rééduquer. Ça a été une véritable bataille qui se livrait. Et d'ailleurs, sur un fond, que je raconte dans mon livre, de révolte noire, parce que ça tombait avec au moment de l'assassinat de Martin Luther King, 700 incendies dans Washington, où j'y étais. J'étais lié d'amitié avec un des grands chefs de la révolte noire qui habitait chez moi à Paris. Je l'ai trouvé dans ces événements. Et toujours cette obsession de ce chien blanc que j'avais, en somme, dont j'avais la charge. Et pour moi, rééduquer ce chien et changer la mentalité de ce chien était devenu le problème de tout le conflit entre les Blancs et les Noirs en Amérique, parce qu'il y a une sorte d'idée que si on pouvait rééduquer ce chien, cela veut dire que ce n'était pas désespéré. Le musulman noir que j'appelle Keith dans mon livre, parce que j'ai dû déguiser énormément de choses pour des raisons évidentes, eh bien, il s'est acharné lui aussi à guérir la bête, mais dans un esprit radicalement opposé du mien, c'est-à-dire dans celui non pas d'espoir de fraternité, mais de haine symétrique. Avec le résultat qui est la fin de mon livre, où en effet il est arrivé à guérir, si je puis dire, le chien, mais d'une manière atroce, et qui a fini d'ailleurs par provoquer pratiquement, c'est de la littérature de dire ça, mais quand même qui a provoqué une sorte de suicide du chien. La violence
la violence des Noirs américains est avant tout un psychodrame dans un but de retrouver leur dignité, sortir de l'aliénation virile et de cette espèce, disons le mot, de castration psychologique à laquelle ils ont été soumis par le déni du nom humain qui leur a été fait pendant 2 siècles. Et la position n'est pas désenchantée et désespérée du tout en ce qui concerne le problème noir, parce que je crois qu'en effet, nous sommes déjà en train en Amérique de le dépasser. En ce sens que je ne parle pas d'amélioration des conditions de vie, mais je parle simplement du fait que les Noirs eux-mêmes deviennent des hommes à part entière, psychologiquement, par leurs propres moyens. Ce qui est déjà un progrès absolument fantastique au point de vue psychique, au point de vue psychisme. À partir de là, je crois beaucoup à la conquête de l'égalité des droits en Amérique. Je crois absolument que ça va se passer comme ça, par des voies politiques majoritaires normales. Place à côté d'Odette, s'il te plaît. En bas, le 2 kilos. Une fille, hein, comme ça, bouger, là. Jacques est venu. Regarde-moi, chérie. Chien blanc est un récit à la première personne. La promesse de l'aube aussi. En effet, Romain Gary se veut témoin de son temps et ses meilleures œuvres sont des récits autobiographiques. La promesse de l'aube est un récit que vous avez écrit il y a une dizaine d'années, qui est l'histoire de votre vie, et que Jules Dassin est en train de porter à l'écran. En tant que cinéaste, comment vous voyez cette entreprise? Avec la plus grande sympathie, à condition qu'elle ne me concerne pas. En ce sens que, pour moi, il est impensable d'aller sur le plateau, de voir les gens tourner ce film. Je serais à tout moment en position de quelqu'un qui voudrait dire « Ah non, c'est pas cette casquette, c'est pas ce vêtement, nous n'étions pas habillés comme ça, c'est pas comme ça que ça se passait. » Or, le cinéaste qui adapte une œuvre a absolument le droit de transposer. Un cinéaste trahit toujours un livre, et il doit trahir un livre. La question est de savoir s'il le trahit bien ou s'il le trahit mal. C'est un amour acharné, possessif, extravagant, d'une mère pour son fils. C'est Mélina qui joue le rôle de la mère de M. Gary. On voit le fils à 3 âges différents. À l'âge de 9 ans, ça c'est joué par le jeune François Rafoul. À l'âge de 15 ans, joué par Didier Hautepin. Et à l'âge de 25 ans, joué par Asaf Dayan. Qui est le fils du général Dayan. Oui. La promesse de l'aube, c'est l'histoire de l'amour mégalomane de votre mère pour vous, pour son fils. Oui. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu cette passion. Je croyais au moment où j'écrivais mon autobiographie que ma mère était un personnage exceptionnel et extraordinaire. Et j'ai reçu depuis en 10 ans littéralement du monde entier des milliers de lettres de lecteurs, de fils et de filles qui disaient « c'est tout à fait le portrait de ma mère ». Je me suis tout simplement aperçu que finalement ma mère, dans des conditions très spéciales, historiquement, socialement, tout à fait à part, mais néanmoins était en quelque sorte le prototype d'une mère. J'adore le côté survivre. Et j'adore en plus qu'elle aime. Elle aime d'un amour fou son fils. Et son comportement envers son fils est une chose qui m'enchante. C'est parce qu'elle se comporte jamais comme une mère enfin conventionnelle. Elle se comporte comme si c'est un adulte et comme si ces 2 générations qui représentent la mère et le fils sont une main dans la main. Ma mère était en quelque sorte une préincarnation, aussi ridicule que cela puisse paraître, du général de Gaulle, qui commence ses mémoires en disant pour moi la France, princesse, Madame des Fresques et princesse de légende. Mais c'était tout à fait l'idée de la France que se faisait ma mère, qu'elle m'a inculqué dès ma plus tendre enfance, alors que nous étions en Russie et qu'elle s'acharnait à me donner des leçons de français et des choses de ce genre-là. Elle me parlait de la France toujours. Et c'était, il faut aussi comprendre que dans le contexte victorien du 19e siècle de l'Europe de l'Est, à l'époque, la France, en effet, c'était quelque chose. Et enfin, elle veut que son fils soit la réussite parfaite. C'est qu'elle veut que son fils devienne un esprit libre. Elle veut pour lui tout. Elle est mégalomane. Ce personnage de mégalomane, c'est Mélina Mercouri aussi?
Oui, je crois que j'ai la stupidité, enfin, de croire aux grandes choses. Il faut bien se rendre. Romain Gary, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau du Midi 30. Et quand je dis nous, je parle autant des téléspectateurs que de toute l'équipe. Merci d'avoir accepté de venir jusqu'ici, jusqu'au studio 101, pour parler d'un livre qui représente vos confessions, La nuit sera calme. Mais je pense que le diplomate que vous avez été ne peut pas rester insensible aux événements qui se passent en ce moment. Oui, on s'imagine qu'un diplomate est un monsieur à pantalon rayé, à petits doigts et petits fours, mais nous avons des diplomates tués. Il y en a eu un au Chypre, qui a été l'ambassadeur des États-Unis qui a été tué. D'autres sont pris comme otages. À l'époque de Nasser, 2 d'entre nous sont emprisonnés 9 mois en prison. C'est un métier qui présente des risques à la fois nerveux, des tensions nerveuses et des responsabilités. J'admire énormément l'ambassadeur Sénard qui doit passer des moments depuis 3 nuits et 4 jours qui ne sont pas exactement ceux qui sont prévus par le protocole. Je parle de la carrière diplomatique où j'ai passé 17 ans dans La nuit sera calme. Oui, et vous parlez bien sûr de cette carrière diplomatique, vous ne parlez pas que de ça. Vous parlez beaucoup des femmes et vous parlez de tout ce qui a été votre vie jusqu'à présent. Mais pourquoi avoir choisi, après tout, cette année, cette période pour écrire vos confessions? C'est la soixantaine qui m'a porté ce coup, si je puis dire. J'ai dû regarder en arrière et je me suis dit, j'ai vécu une vie assez mouvementée, il est peut-être temps de faire le bilan. Et on ne fait jamais un bilan de sa vie aussi bien que lorsqu'on le fait pour les autres. J'ai un camarade qui me connaissait depuis l'enfance, François Bondy, un journaliste suisse, qui m'a posé des questions impitoyables, assez dures, assez vaches même, disons le mot, ce qui m'a permis au contraire de me matérialiser sur le plan psychologique avec la plus grande sincérité. Je n'avais pas d'autre alternative. Oui, de toute façon, c'est avec et à travers les autres qu'on peut le mieux apprendre à se connaître. Vous avez vécu, vous dites, une vie mouvementée, c'est même plusieurs vies à la fois, et vous avez rencontré des êtres extraordinaires. Oui, j'ai essayé de me remémorer tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai rencontré. Et en effet, j'ai été 9 ans aviateur de carrière, militaire, 15 ans diplomate, écrivain, cinéaste, journaliste. Mais lorsqu'on fait le bilan, on se trouve finalement soi-même et assez claustrophobique dans sa propre peau. Et je me demande si toute ma vie n'a pas été aussi bien comme romancier que comme changeur de métier, si je puis dire, un effort de ne pas être moi-même. Le roman le permet dans une grande mesure. Je souffre de claustrophobie dans ma peau. Oui, alors c'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas prendre de vacances et que vous voulez toujours faire quelque chose. Je m'enferme chez moi à Majorque pendant l'été et je travaille. Je travaille en général 7 à 8 heures par jour parce que lorsque je ne travaille pas, je me trouve nez à nez avec moi-même. Puis je me connais assez, je n'ai pas une compagnie tellement agréable. Alors qu'est-ce que c'est travailler pour Romain Gary? C'est devenir des personnages, écrire des romans, devenir quelqu'un d'autre, s'échapper, vivre des vies et des aventures de personnages imaginaires que l'on aurait aimé être, ou au contraire que l'on éprouve la grande joie à ne pas avoir été. Oui, mais par exemple, vous aimez aussi être de temps en temps un écrivain imaginaire, puisque vous prenez des pseudonymes. Ça vous arrive, comme par exemple dans Les Têtes de Stéphanie. Les Têtes de Stéphanie. Bonjour, Monsieur Chatten-Bogat. Oui, je pensais avoir échappé à l'attention des journalistes quand je l'ai publié, mais ça n'a pas pu se faire. On a reconnu le reportage que j'avais fait au Yémen, Le Trésor de la mer Rouge, et on m'a identifié. J'avais choisi ce pseudonyme précisément pour ne plus être Romain Gary, mais vous savez, je crois que tout le monde, de temps en temps, pas simplement les auteurs et les acteurs, nous avons tous envie d'être quelqu'un d'autre, de nous échapper à nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous lisons. Une lecture vous permet d'échapper à votre personnalité, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un personnage d'un roman. Oui, même à la limite une chanson. Et même une chanson vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Ou d'aimer pendant la durée d'une chanson, ou d'être aimé pendant la durée d'une chanson. Et je crois que j'ai écrit Les Têtes de Stéphanie sous un pseudonyme pour m'échapper au personnage un peu stéréotypé par la presse et par la publicité qui est Romain Gary et auquel je ressemble assez peu d'ailleurs. Oui, mais il faut bien que ce personnage existe aussi. Il ne peut pas y avoir d'écrivain sans la presse et la publicité. Je crois que je me suis vraiment mis à nu dans La nuit sera calme. Mais je ne crois pas que cette image corresponde à celle que fait de moi l'actualité ou les médias. Il faut dire que dans La nuit sera calme, il y a beaucoup d'anecdotes, des anecdotes parfois très amusantes. Par exemple, qu'avez-vous fait lorsque vous étiez à l'ambassade française à Berne? Je m'ennuyais beaucoup et en effet, il y avait très peu de choses à faire. Alors, il y a une fosse aux ours là-bas. Alors, à un certain moment, je ne sais pas si c'était l'ennui, je ne bois jamais, je dois dire, je ne peux pas dire. Je suis descendu dans la fosse aux ours,
ce qui est formellement défendu évidemment par la loi, parce que paraît-il, ils sont très méchants. Je suis resté 2 heures avant l'arrivée de la police et des pompiers, parce que je ne pouvais pas ressortir, mais c'était des ours bernois. Alors ils sont restés endormis pendant tout ce temps-là et il ne s'est passé rien du tout. Ceci est une anecdote parmi tant d'autres, puis il y a tellement d'autres choses. Dans La nuit sera calme, en particulier l'éloge de la féminité, car il faut dire que la femme revient à tout moment dans votre livre. La femme et la féminité, aussi la maternité, je n'aurais jamais fini de parler là-dessus et d'écrire là-dessus, et c'est un thème qui me préoccupe énormément. Je suis un féroce partisan, c'est un peu contradictoire comme expression, féroce partisan de la féminisation du monde. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous lirez La nuit sera calme de Romain Gary. Il y a des titres magiques. Toutes les personnes qui ont vu le livre de Romain Gary en librairie, je crois, ont été éblouies par ce titre, Clair de femme. Qu'est-ce que vous entendez, Romain Gary, par Clair de femme? J'ai voulu évoquer une atmosphère romantique de clair de lune. C'est par analogie avec Clair de lune que j'ai inventé le titre Clair de femme. Oui, c'est par une nuit pareille, etc. C'est une phrase de Shakespeare qui reprend tous les amoureux célèbres de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un couple. Chose curieuse, après avoir écrit un livre sur le vieillissement et sur le personnage qui prend possession de nous quand on vieillit, malgré nous, vous écrivez un roman qui présente des personnages vieillissants, mais qui ont en eux une jeunesse éternelle. C'est un petit peu inattendu, non? Je ne suis pas maître de mes inventions lorsque j'écris. Je ne sais pas d'où me viennent les thèmes. Je ne sais pas pourquoi je leur ai obéi. Pour le ticket, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. J'ai vu ce signe dans le métro un jour, et il m'a semblé que c'était une métaphore de toute notre existence et de notre déclin. Pour Clair de femme, j'ai simplement évoqué la lumière qui m'a toujours éclairé au long de ma vie, parce que j'ai toujours vécu de féminité. Je peux même dire que j'ai vécu de femme, au sens noble du mot. J'espère simplement que je leur en ai donné autant d'émotions qu'ils m'en ont donné. C'est un retour à des sentiments que j'ai éprouvés de l'adolescence et qu'en vieillissant, me tiennent compagnie plus encore qu'au premier jour. Alors maintenant, vous interrogez vos personnages, qui sortent de votre esprit, votre sensibilité, après avoir interrogé des personnages réels. Je n'interroge guère, je me laisse aller à mes sentiments profonds et j'avais besoin de pousser ce cri d'amour, parce qu'à notre époque, vous savez, la grande mode, même à l'intérieur du couple, c'est la liberté et l'indépendance. Pour moi, la liberté, c'est la femme avec qui je vis, c'est elle, c'est pas moi. Quant à l'indépendance, nous avons été à ce point infectés d'indépendance, peuple, homme, femme, que nous ne sommes même pas devenus indépendants, nous sommes devenus infects. Le personnage essentiel, qui est la clé de tout, c'est une femme qui meurt, qui s'appelle Yannick, et qui pratique une véritable métempsychose de l'amour, puisque en quittant l'homme qu'elle aime, elle lui dit « va vers une autre femme, cette femme sera moi ». C'est très curieux, cette espèce d'éternité du couple chez vous, par rapport à la fragilité de l'individu. Vous croyez au couple à ce point? Je crois que je ne crois à rien d'autre. Je crois que ça a été toute ma foi la plus profonde de ma vie, et je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Je crois que l'unité de vie, l'unité de mesure d'une civilisation, d'une société, de tout, c'est le couple. Je ne vous parle pas d'un romantisme effréné de couple qui n'en finit jamais. Je vous parle du principe même de l'existence. Je dis que la femme est mon cri cellulaire, que pour moi, c'est l'autre qui compte dans ma vie, c'est elle. Et il ne s'agit à mon avis presque pas de sentiments ni de romantisme, mais de physiologie, de la nature même de l'être. Parce que nous, à notre époque, si je puis dire, nous avons à ce point soufflé dans notre moitié de vie, dans le moi, jusqu'à ce que ça s'enfle et prenne toute la place, en oubliant finalement que dès la nature, dès le premier balbutiement de la nature, ce qui a été l'unité organique de l'humanité, c'est le couple. Je ne cherche pas à exalter le couple comme une sorte de pérennité immortelle dans la vie de chacun.
Je sais que le couple se brise, qu'ils s'en vont, qu'ils se séparent. Mais justement, la femme qui meurt dans mon livre témoigne envers l'homme qu'elle quitte par la force des choses, et ce qu'il y a peut-être de plus rare entre les hommes et les femmes, la fraternité. Les hommes et la femme pratiquent très rarement la fraternité, peut-être parce que, si vous excusez ma grossièreté proverbiale, parce qu'il n'y a pas d'orifice. Mais en réalité, au-delà de l'amour et au fond de l'amour, ce qui est peut-être le plus bel ornement du rapport de l'homme et de la femme, c'est une symbiose fraternelle. Vous avez beaucoup entendu parler de fraternité entre les hommes et les femmes, guère. Tout homme qui est tombé amoureux, toute femme qui est tombée amoureuse, s'est quand même rendu compte que les différences qu'il y avait, différences de profession, différences de fortune, différences de vocabulaire, tout ça s'effaçait au profit d'une seule différence, qui est la différence sexuelle, et qui les relie, les attache l'un à l'autre. Je crois que cette expérience, tout le monde l'a fait, non ? La sexualité est un sous-produit, c'est une chose admirable, c'est une chose qui n'est pas secondaire, si vous voulez. L'accouplement est une faible petite approximation du couple, donc c'est déjà quelque chose. C'est une incantation de la vérité qui est le couple. Je ne suis point contre, il ne s'agit pas de ça. Ce que j'ai dit simplement, c'est que le couple, c'est un homme qui vit une femme qui vit un homme. Et tout le faux débat que l'on soulève à l'heure actuelle sur l'indépendance à l'intérieur du couple, sur la liberté de l'un à l'autre, sont des problèmes qui ne se posent que lorsque le couple n'existe pas. L'indépendance de la femme, l'égalité de droits entre l'homme et la femme sont une chose élémentaire, essentielle, fondamentale dans les rapports avec la société, laquelle est toujours plus ou moins esclavagiste. Et là, il faut se battre. Tout homme qui aime une femme, ou qui a aimé une femme, ou qui aime les femmes, doit se battre comme les femmes pour les droits de la femme envers la société, dans les rapports vers l'extérieur. Mais à l'intérieur du couple, je ne sais pas ce que ça veut dire l'indépendance, je ne sais pas ce que ça veut dire la liberté. Tout homme seul vous dira qu'il est inquiet, toute femme seule vous dira qu'elle est insatisfaite, mais je crois qu'à partir du moment où ils vivaient ensemble, ils aimaient peut-être garder un petit peu de cette insatisfaction et de cette inquiétude, non ? Je ne peux pas vous parler de cette chose-là parce que je ne l'ai jamais connue. Alors, il est probable qu'il existe des couples qui ont besoin de leur petit coin affectif à part. Je n'ai jamais connu ce sentiment de besoin de me retirer dans ma chambre à moi parce que la femme commence à être trop envahissante. Les femmes envahissantes que j'ai connues dans ma vie étaient celles qui n'étaient pas là et qui devenaient envahissantes par leur absence. Et pourquoi tout ce roman, qui est un roman finalement très lyrique, et de confiance en la vie, de confiance dans le couple, puisque ce couple qui se forme, qui réunit un homme vieillissant et une femme qui a été éprouvée, puisque son mari est atteint d'aphasie, pourquoi tout cela se joue sur un fond très dramatique, un fond de mort finalement, puisqu'ils ont terriblement peur de rester seuls, parce qu'à ce moment-là, la mort pourra entrer. Pourquoi avez-vous donné ce fond tragique ? J'ai donné un contrepoids, un contre-champ en quelque sorte baroque, nocturne, puisqu'il y avait clair de femme, et il me fallait aussi des ténèbres. L'obscurité, le néant, le néantisme, le cynisme, la négation. Je l'ai introduit dans le roman à travers le personnage de Seigneur Galba, qui est dresseur de chiens, et qui a passé sa vie à faire un numéro qui pour lui représente une sorte de réflexion suprême sur la vie et la mort, qui est la danse d'un chimpanzé et d'un caniche rose, numéro entre parenthèses que j'ai réellement vu. Et ce chien est très vieux, et Seigneur Galba a déjà eu plusieurs infarctus, mais ils sont tellement liés l'un à l'autre que chacun regarde l'autre pour que l'autre meure le premier pour ne pas rester seul. Si bien qu'au fond de cette espèce de grimace cynique du personnage de dresseur de chien, il y a quand même un rapport très profond d'attachement de l'un à l'autre. Finalement, même là, même dans le rapport de l'homme avec le chien, je crois au couple. Un de mes personnages dit à propos de ce chien qui va mourir, au fond, il faudrait se passer de chien, il faudrait ne pas avoir de chien, et l'autre lui répond, c'est du stoïcisme.
Oui, il y a donc l'esprit de la farce à côté du lyrisme. Mais je pensais aussi à tout cet arrière-plan extrêmement grave et inquiet qu'il y a dans le livre, qui est finalement la présence de la mort. Il y a une phrase de Goethe à laquelle votre livre m'a fait penser, si on sentait notre solitude, on se cramponnerait les uns aux autres. Je crois que c'est un peu dans ce sens que ce couple existe. Exact. J'ai fait remarquer quelque part dans le livre que très peu de gens gueulent d'amour, mais presque tout le monde gueule de solitude. Mais quand on gueule de solitude, on gueule toujours d'amour ou de son absence. Alors tout ça se passe finalement assez rapidement, c'est une sorte de brève rencontre, 24 heures se joue dans des lieux très divers, et vous nous faites assister en particulier à toute une scène très bizarre dans un monde russe, parfaitement en dehors du temps. Quel sens lui donnez-vous à cette scène? J'ai voulu introduire là également un petit accent de malheur dostoïevskien, si vous voulez, que je rejette complètement. Tout mon livre, le personnage de mon livre, puisqu'il y a une femme qui est en train de mourir, qui est atteinte d'un mal qui a été repéré trop tard, c'est suicide, elle envoie son mari vers une autre femme, par fraternité envers ce mari. Elle veut se survivre dans une autre femme. Elle veut que leur couple demeure. Elle ne veut pas emporter avec elle le bonheur de l'homme. Elle ne veut pas partir comme une voleuse. Et j'ai insisté là-dessus. Vous savez, c'est une entreprise toujours difficile à notre époque de se placer sur le terrain de l'affectivité et des sentiments, parce que dès que vous parlez sentiment, on vous répond sentimentalisme. J'ai donc dû mettre beaucoup d'humour autour, et la soirée russe notamment, qui est, si vous voulez, une parodie des gens qui s'accrochent au malheur, parce que c'est la dispense de vivre, et qui est une attitude qui m'est totalement étrangère. Il y a ça chez Dostoïevski, mais il y a exactement l'inverse, c'est précisément ce que vous semblez souhaiter dans le livre, savoir que c'est Dostoïevski qui a dit une phrase qui aurait pu servir d'exergue à Clair de Femme. Si nous en étions conscients, nous rendrions compte que nous vivons en ce moment au paradis, et que le paradis pour vous, finalement, c'est ce couple qui se forme. Oui, c'est un cri de confiance dans l'avenir du couple. C'est surtout une profession de foi dans deux, et non pas dans un. Mon collectivisme s'arrête à deux, et je ne sais compter jusqu'à des milliards et des millions que jusqu'à deux.